Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle de qui? On parle de James Watkins, ce réalisateur anglais, et on parle de lui à l'occasion de la sortie en Blu-ray de son dernier méfait, Speak No Evil. Alors c'est sorti en fait en Blu-ray depuis un petit moment, c'est même maintenant dans les promos, vous savez, les 3 pour 30, et je remercie mon ami Arius Movies d'avoir attiré ça à mon attention, bien entendu. Chaque fois que je vais voir une de ses vidéos, après je me retrouve à acheter des films, et je suis faible, que voulez-vous? Mais là pour le coup j'ai pas regretté mon bifton, c'est encore un petit tour de force, je sais, c'est un remake, et on va en parler, mais on va surtout revenir sur la carrière de James Watkins, qui est à mon avis un grand nom en devenir. Alors James Watkins, son nom ne vous dit peut-être rien, et ce serait bien normal, il est plutôt discret, il n'a pas énormément de crédit à son actif, et sa carrière commence au début des années 2000. Pour moi, je le mets dans le grand sac de la nouvelle vague horrifique anglaise, celle qui arrive justement au début des années 2000, avec des gens comme Christopher Smith, ou Neil Marshall. Christopher Smith, vous savez, Creep, puis plus tard Triangle. Neil Marshall, c'est bien entendu The Descent, mais avant ça, Dog Soldiers. C'est ce moment-là où l'Angleterre se réveille, tout simplement. On propose des films sanguignolants, on propose des bons récits horrifiques, avec tout un tas de réalisateurs qui arrivent. C'est le moment où James Watkins va commencer à faire parler de lui. Il commence comme scénariste, alors d'abord sur des petits projets genre My Little Eye, que j'avais bien aimé, hein, mais My Little Eye, c'était le moment où sortait tout un tas de DVD qu'on s'arrachait dans les boutiques d'occasion, et franchement, je pense qu'aujourd'hui, ça doit avoir pris un bon coup dans l'aile. C'est un film qui a dû coûter 3 francs, enfin 3 pounds, mais à l'époque c'était plutôt pas mal, ça tire un peu vers le fan footage, c'est pas du fan footage, mais c'est vraiment cette image blafarde, un petit peu au rabais. Franchement, je pense qu'aujourd'hui ça doit être difficile à revoir, mais pour l'époque j'avais trouvé ça pas mal. C'est lui qui a écrit aussi le scénario d'un thriller qui s'appelle Gone, ça date de 2006, et c'est l'histoire d'un couple de touristes qui va se retrouver confronté à un psychopathe. Enfin, ça ressemble un petit peu à un Wolf Creek du pauvre. C'était plutôt pas mal, ceci dit, dans mon souvenir. En 2009, il écrira aussi la suite de The Descent 2. C'est pas son plus gros coup, parce que franchement, c'est pas brillant au niveau du scénar. Mais voilà, en tant que scénariste, il se pose là, il commence comme ça, et puis très vite, il passe à la réalisation. Hidden Lake, c'est en 2008. Et on a déjà parlé de ce film dans une petite émission que je vous conseille de regarder si vous êtes un peu fan de films d'horreur, comme moi. Cette émission était plutôt sympa. Ouais, je suis modeste, que voulez-vous? Mais on y parlait d'une dizaine de destinations de films d'horreur qu'il vaut mieux éviter. Hidden Lake en faisait partie. C'est quoi l'histoire? Kelly Reilly, Michael Fassbender, quand même beau casting. Kelly Reilly, rescapé de l'auberge espagnole, Michael Fassbender, on ne le présente plus, et c'est l'histoire de ce couple qui va décider d'aller prendre un petit peu de vacances, en allant se reposer. Seulement voilà, ils vont se retrouver confrontés à une horde de jeunes qui écoutent leur musique un peu forte. C'est ce que j'ai toujours trouvé passionnant avec ce film, c'est de voir comment l'horreur peut se déchaîner à partir de rien. Au début, c'est une confrontation minime, Fassbender va juste leur demander de baisser le volume de la radio, ça se passe assez mal, et puis ça s'envenime, mort d'un chien, course-poursuite dans la forêt, et ça se transforme bien entendu en un survival horrifique particulièrement bien mené. Je trouve ça vraiment puissant, c'est très oppressant. Il y a une dimension sociale bien imprégnée dans le récit, parce qu'on parle de ces jeunes, de ces laissés pour compte dans les banlieues londoniennes. Bref, ça fonctionne à plein, avec une femme forte, comme les aime James Watkins, un récit assez cynique, une fin vraiment triste, violente, à l'image de ce métrage que je vous recommande chaudement. Bref, en guise de carte de visite, difficile de faire mieux, hein, ce film se revoit très bien aujourd'hui. Il enchaîne en 2012 avec La Dame en Noir. La Dame en Noir, vous connaissez? Gros récit gothique, qui est selon moi très sous-estimé, grosse performance de Daniel Radcliffe. Alors Daniel Radcliffe, je l'aime beaucoup, hein, je trouve que c'est un acteur qui essaye toujours de sortir du cadre, on dirait qu'il a toujours quelque chose à prouver, c'est normal, c'était Harry Potter, hein, mais il a bien grandi le garçon, aujourd'hui il se frotte à d'autres types de récits, je pense notamment à Jungle, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui est assez violent, là encore assez oppressant, et La Dame en Noir, vous l'avez sans doute vu, je trouve que c'est un récit assez sous-estimé, parce que pour moi c'est un grand récit horrifique, gothique, vraiment il y a une très très grosse ambiance. Et pour le coup, même si j'admire la prestation, ce qu'essaye de faire Daniel Radcliffe, je trouve quand même, ça c'est mon modeste avis, qu'il manque un peu d'épaule pour porter ce personnage. J'aurais plutôt vu justement quelqu'un comme Fassbender, quelqu'un avec un peu plus de maturité. Là, Daniel Radcliffe, il fait un petit peu jeune pour jouer ce père de famille. Là, je trouve que ça passe moyennement. Moi, c'est un petit peu comme Orlando Bloom dans Kingdom of Heaven. Vous voyez, pour moi, Orlando Bloom dans Kingdom of Heaven, fils d'un forgeron qui va devenir un immense guerrier, j'ai un peu de mal à le croire. Donc, c'est ce genre de recul que je peux avoir sur certains personnages, mais bon, là ça ne tient qu'à moi, il reste que le film est quand même assez exceptionnel, je trouve. Alors j'en connais certains d'entre vous, vous allez sans doute me dire ouais, c'est une petite péloche. Non, revoyez-la, franchement, c'est très soigné,
c'est là encore une très belle preuve d'exécution de la part d'un très bon metteur en scène. Le film suivant, c'est Bastille Day. Et Bastille Day, c'est intéressant parce que c'est une super petite péloche d'action. Ça bouge non-stop, ça envoie du lourd. Idriss Elba impérial comme d'habitude. Quand je vous parle de mecs qui ont les épaules, lui il a clairement les épaules. Et puis dans le rôle du guignol de service, Richard Madden, rescapé de Game of Thrones. Il y a aussi Charlotte Lebon, qui est comme d'habitude assez insignifiante. Non pas mauvaise actrice, jolie, voilà. Elle a sa toute petite partition. Mais on retiendra surtout Idriss Elba. Et le film tient sur ses épaules pour le coup. Ça envoie du lourd, hein. Moi je l'avais vu en salle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille chaleureusement. Franchement, le genre de film dont je vous parle là, c'est des trucs qui se trouvent partout. Hein. Ça se trouve sur tous les services de streaming. Ça se trouve aussi chez tous les revendeurs d'occasion. Vous pouvez les dégoter pour 2 ou 3 euros. Alors franchement, vous privez pas, Bastille Day. Excellente petite pépite d'action. Donc là, niveau réal, James Watkins, je pense qu'il n'a pas grand-chose à prouver, sachant qu'il écrit aussi, il participe toujours au scénario de ses projets. On peut se dire déjà qu'il a aligné 3 bonnes réalisations. La suite, il touche un petit peu de la télé. Ah ouais, il faut quand même dégoter du budget, et c'est pas facile de se faire une place comme réalisateur, hein. C'est pas facile d'essayer de monter ses films. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Un petit peu de télé, il réalise un épisode de Black Mirror, une série, il participe à une série, je crois qu'il produit aussi, qui s'appelle Mac Mafia, et puis une série qui s'appelle Ipcress File. Bref, il se tourne comme beaucoup de monde vers le petit écran, et il revient donc sur le grand écran avec ce film Speak No Evil en 2024. Grosse claque, je l'ai découvert récemment, et je le trouve absolument incroyable, et c'est pour ça que je viens vous en parler. Alors, je m'arrête tout de suite sur un point, je sais, c'est le remake d'un film danois, apparemment, qui avait fait grand bruit en sortant, je crois qu'il date de 2022. Vu qu'on en a parlé un petit peu partout, les Américains n'ont pas tardé à s'emparer un peu de ce postulat de départ que je trouve plutôt plan-plan. Mais là, on va en parler tout de suite. Bien entendu, qui c'est qui récupère le bébé? Jason Blum, encore lui, Blumhouse qui produit ce truc, et franchement, ça le fait. Là encore, hein, je le répète, j'ai pas vu le film original, mais le postulat de départ, il me paraît plutôt classique, même très classique. Je vous ai dit dernièrement dans l'émission sur le dernier Mission Impossible, qu'il y avait des bonnes choses au niveau du scénar, ça aurait pu bien se passer, mais que l'exécution était aux fraises, et ben là c'est tout le contraire. On a un postulat de départ, mais totalement lambda, ultra banal, c'est juste 60% au bas mot de toute la production horrifique, hein, c'est-à-dire un couple ou une personne qui arrive dans un climat un petit peu anxiogène, qui sort de son confort pour aller se confronter à la maison d'inconnus, pour aller dans une forêt. Bref, c'est aussi bien du Get Out que du Barbarian, on rentre dans la maison d'un inconnu, on est invité dans une belle famille un peu louche, à chaque fois c'est la même, c'est Midsommar aussi, on va dans une communauté un petit peu trouble, enfin voilà, à chaque fois c'est pareil, donc on sait très bien ce qui va se passer. Ce film, Speak No Evil, j'avais même pas vu son trailer, hein. J'étais resté vierge de toute idée préconçue, j'avoue que James McAvoy j'aime beaucoup, donc je me suis dit j'y allais un petit peu comme ça, en me disant... On va voir ce que ça donne. J'ai pris une grosse claque, parce que pour le coup, là, c'est l'exécution qui fait tout. On sait très bien ce qui va se passer dès le début, hein. Vous connaissez l'histoire, c'est un espèce de couple avec leur petite fille, qui va rencontrer un autre couple avec leur petit garçon muet, qui a un problème à la langue apparemment, qui peut pas parler. Ils vont sympathiser, et finalement, ils vont céder à leur invitation, de venir passer un petit peu de temps dans leur cottage. Alors, je sais pas dans le film si ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre. De toute façon, le film a été tourné en Croatie, et les décors sont absolument incroyables. Je trouve que ça passe très très bien. On a vraiment cette atmosphère de réclusion. Et donc très vite, nous, spectateurs, savons qu'il va se passer des choses, que le piège va se refermer tranquillement sur eux, et c'est exactement ce qui va se passer. À ce niveau-là, aucune surprise. Je pourrais vous raconter l'histoire du film, vous ne seriez pas franchement surpris. J'ai entendu parler de twist final. Putain, mais qui considère encore que ça, c'est un twist? Vous savez très bien que James McAvoy, sa compagne, leur enfant, il se passe quelque chose, que lui, il n'est pas franchement sympa, vous le sentez tout de suite, il ne cherche pas à le cacher. Donc c'est vraiment dans l'exécution du truc. Alors twist final, ouais, c'est... leur motivation qui change, comme dans un film comme Motel, comme dans Shark Night, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont tirer de leur présence, bon voilà, ça c'est à chaque fois, on a envie de savoir, mais malgré tout, ce qui compte vraiment, c'est l'exécution, et là, elle est vraiment au top. Parce que justement, dans ce genre de projet qu'on connaît par cœur, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la montée de la tension, c'est distiller l'angoisse par petites touches, et c'est surtout le jeu des acteurs. James McAvoy en tête, il est incroyable, mais incroyable. Je savais même pas qu'il était aussi stock, hein. On le voit à un moment torse-poil, je me suis dit, le mec... il est loin le professeur Xavier. Hein. Donc lui, il est au top. Scoot McNairy, il est absolument impeccable. Scoot McNairy, il a au moins 100 crédits, et je suis sûr que vous êtes incapable de me citer un film dans lequel il a joué, parce qu'en fait, on a vu sa tête un peu partout, mais à chaque fois, c'est en arrière-plan. Il est jamais premier plan, mais là, il joue justement très très bien, ce père de famille un peu couard, un peu largué. Vous allez voir, vous pourriez faire de très très bons parallèles entre ce film et Eden Lake, hein. Là, on est vraiment dans ce père de famille qui sent la situation lui échapper, qui prend pas les choses en main, et c'est sa femme qui va prendre les choses en main. Alors, vous pouvez accuser le film
de wokisme, autant que vous voulez, mais j'ai trouvé ça top de chez top, de voir pour une fois la femme prendre les choses en main sans que ça ait l'air d'être totalement artificiel. Le mec, il est complètement largué, il ose pas, il a toujours été un petit peu couard à fuir ses responsabilités, et là, c'est la femme qui dit, mais non, mais enfin, c'est elle qui se dresse souvent, c'est elle qui ouvre sa bouche, excusez-moi, pour dire que les scènes auxquelles elle assiste ne sont pas vraiment normales, enfin bref, c'est elle qui veut partir, c'est elle qui mène un peu le jeu. Mackenzie Davis, elle est excellente dans ce film. Alors Mackenzie Davis, si ça ne vous dit rien, sachez que c'était elle qui jouait le rôle de Grace dans le Terminator Dark Fate, de triste mémoire, il n'était pas extraordinaire ce film, mais là elle tient son rôle, elle le tient bien, et du coup ça nous donne un film très prenant, parce que c'est vraiment ce genre de film qui vous met mal à l'aise, il y a plein de séquences malaisantes, vous êtes là, c'est de la violence ordinaire qui se distille par petites touches. Il y a tous ces petits moments où nous en tant que spectateurs on se dit bah ouais là les gars, faut partir, faut songer à partir. Moi je me serais cassé plus d'une fois, et puis non, il y a toujours quelque chose qui les retient, et c'est fait avec suffisamment de subtilité pour qu'on arrive à comprendre pourquoi ils restent. On se dit pas, bah, ils sont complètement cons, pourquoi ils sont pas partis. Non, vraiment, il y a quelque chose dans ce film, il y a une exécution au cordeau, c'est vraiment très agréable à regarder, ça m'a coûté 10 balles dans une petite promo, et franchement, je regrette pas mon argent. Ajoutons à cela que James Watkins, il emballe bien son film de la première à la dernière image, il y a une tension qui ne cesse jamais, et d'ailleurs, la dernière image du film, le dernier plan, fait totalement écho, selon moi, au dernier plan d'Eden Lake. Eden Lake a ce dernier plan absolument glaçant, qui reste gravé dans la rétine. Là, c'est un petit peu pareil, on voit à chaque fois un personnage, alors j'essaye de ne pas vous éventer ce qui se passe, mais on voit à chaque fois un personnage qui a traversé une épreuve, bon, mauvais, peu importe, mais il a traversé une épreuve et il en sort changé, grandi, il a évolué, dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas trop, les fins sont toutes les deux assez troubles, et je trouve que c'est vraiment là le signe d'un très grand metteur en scène. Où ira la carrière de James Watkins? Je ne sais pas, mais franchement, je lui souhaite le meilleur. On avait déjà fait une émission il n'y a pas longtemps sur Neil Marshall, et je vous avais dit que lui, il était un peu aux fraises en ce moment, après avoir réalisé des trucs que je trouve vraiment incroyables, comme Dog Soldier, comme The Descent, comme Doomsday, il a fait vraiment des choses magnifiques. Aujourd'hui, il vivote dans des petites péloches bis, au rabais, sans intérêt. Franchement, c'est pas brillant sa carrière. James Watkins, c'est pas du tout ça. Je trouve plutôt qu'il est un petit peu en train de monter, lentement mais sûrement. Et son prochain projet, du coup, c'est quoi? Ben, c'est Clayface. Clayface, gueule d'argile, vous connaissez ce méchant de Batman. Bah ouais, il y a un film sur Clayface qui est en préparation. Alors, je me méfie un petit peu, parce qu'il y a plein de choses qui sont en préparation autour de Batman, autour du James Gunn-verse, là. Je me méfie un petit peu. J'attends de voir, parce qu'à mon avis, tout va être un petit peu... tout va découler du succès du Superman au box-office, et ça, c'est pas gagné, parce qu'on sent que le Superman de James Gunn, c'est un très gros enjeu, et en même temps, j'ai très très peur qu'il se prenne le mur. J'attends de voir. Pour l'instant, les retours sont un petit peu moyens. On a l'impression que c'est le film que les gens prennent plaisir à détester en amont, alors on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ce projet Clayface voit le jour, mais c'est le personnage que moi j'attends de voir au cinéma depuis des années. Je trouve que c'est ce qui ferait passer un peu Batman. Vous savez, Batman, on le traite toujours de manière assez réaliste. Bah, la gueule d'argile, il n'est pas du tout réaliste, c'est un personnage de glaise qui peut prendre l'apparence un petit peu de n'importe qui. Par contre, au niveau cinématographie, je pense que ça serait extraordinaire de voir enfin un personnage qui peut changer d'apparence comme ça, qui peut devenir énorme. Je pense que ça serait un méchant à la hauteur, un adversaire à la hauteur de Batman. Donc je demande à voir ce qu'ils peuvent faire sur ce film, sachant qu'au scénario, il y a Mike Flanagan qui est attaché. Mike Flanagan, je trouve que c'est un excellent réalisateur, très très bon scénariste, Oculus, Before I Wake, Hush, que des films que j'adore. Il a réalisé des séries qui ont cartonné sur Netflix. Donc bref, on a l'impression qu'on a deux spécialistes du cinéma horrifique qui se sont retrouvés autour de ce projet, Clayface. Alors moi je dis si ça voit le jour, ben bravo, je pense qu'on aura vraiment quelque chose qui sort encore une fois un petit peu des sentiers battus, et vraiment, je croise les doigts pour que ce Clayface voit le jour. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette émission, j'espère que vous aurez apprécié qu'on revienne un petit peu sur la carrière de James Watkins, et si vous n'avez pas vu ce film Speak No Evil, jetez-vous dessus, je peux vous le garantir, vous ne serez pas déçus. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce, un petit commentaire pour venir me parler un petit peu de ce film si vous l'avez vu, ou de l'œuvre originale si vous l'avez vu aussi, parce que moi le film danois, je le répète, je l'ai pas vu. Si vous venez me dire, ouais, c'est tout nul ce remake américain, l'original était vraiment mieux, je vous dirais, bon, ben, peut-être que j'y jetterai un œil, mais franchement, moi j'ai adoré cette proposition de James Watkins. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et moi je vous dis, comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!